tout de suite, c'est le destin de femme avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Léa. Alors Alexandra, vous allez nous parler ce matin du destin incroyable de Françoise Giroud. Et oui, ce matin, on va s'intéresser à cette femme libre et engagée, une femme de légende qui a bousculé les mœurs de son époque. Tantôt journaliste, ministre, écrivain, elle s'est battue tout au long de sa vie pour défendre ses idées. Une femme qu'on disait parfois même autoritaire, mais très perfectionniste, redoutée par les hommes, qui a su s'imposer dans un milieu très machiste qui était le journalisme à l'époque. Elle ne laisse rien transparaître et pourtant, elle cache une vraie sensibilité, on va le voir. Alors Alexandra, pouvez-vous nous en dire plus sur les origines de Françoise Giroud ? Elle naît en Suisse en 1916, elle quitte l'école à 14 ans et obtient un petit boulot dans une librairie boulevard Raspail à Paris. Un jour, le réalisateur Marc Allégret, un ami de la famille, rentre dans la boutique et lui propose un poste de script. Et là, elle se découvre un talent pour l'écriture. Après la guerre, on lui propose la tête du nouveau magazine Elle, qui se veut moderne et féministe, vous imaginez, des valeurs qui lui sont très très chères. Écoutez. Je ne crois pas qu'il y a d'un côté les femmes merveilleuses qui décident qu'elles feront de grandes choses et d'autres des femmes méprisables qui veulent rester chez elles. Simplement, les garçons sont portés par la société, par l'ambiance, ils sont portés vers l'inscription dans un métier et la promotion, disons, dans ce métier. Alors que les filles ne le sont pas beaucoup, elles ne le sont même pas du tout. En 1951, elle fait la rencontre de sa vie, son éternel amour. Il s'agit de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et oui, ce jeune journaliste de confession juive lui tape dans l'œil lors d'une soirée. Alors c'est un homme marié, mais ça n'effraie absolument pas Françoise qui est très sûre d'elle. Elle se dit, je vais en faire qu'une bouchée. Et à la fin de la soirée, donc chacun regagne sa voiture. Et là, je vais vous raconter une anecdote assez étonnante. Jacques et Françoise vont se lancer dans une véritable course-poursuite à 140 km/h dans les rues de Paris. Ah oui. C'est un petit jeu de séduction qui va marquer le début de leur folle passion amoureuse. Ils travaillent jour et nuit pour mettre au monde leur bébé à eux, l'Express, un journal qui naît en 1953. Et c'est vrai, Alexandra, que ce fut un couple mythique d'ailleurs, qui fait du journal L'Express l'œuvre d'une vie. Et oui, Françoise y règne en maîtresse absolue. Elle propose les titres. Quant à Jacques, il donne les idées et l'Express cartonne. Chaque semaine, les Français attendent le prochain numéro. Et les éditos de Françoise, ils sont très engagés et très remarqués par la classe politique. Elle milite ardemment en faveur de l'indépendance de l'Algérie, ce qui lui vaudra même des bombes à son domicile en 1962. Écoutez comment elle conçoit sa fonction de directeur de journal. Je ne vois pas du tout la fonction de directrice de journal ni de directeur de journal d'ailleurs, comme une fonction d'autorité. Les journalistes ne sont pas des gens que l'on commande. D'abord, ils ne l'accepteraient pas, et ensuite, c'est tout à fait incompatible avec leur métier, avec la façon dont ils l'exercent. Mais Françoise Giroud, c'est aussi des côtés sombres. Et oui, Léa, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est aussi une facette de sa personnalité. À la fin des années 50, le couple bat de l'aile et Jean-Jacques va tomber amoureux d'une des stagiaires de l'Express pour qui il quitte Françoise. Et là, c'est la descente aux enfers pour la journaliste. C'est une femme très perturbée qui se dévoile par jalousie dans un grand désespoir amoureux. Elle se met même à écrire des lettres antisémites anonymes à l'adresse des futurs mariés. Jean-Jacques finit par la démasquer. Bien évidemment, elle nie en bloc et elle ne l'avouera jamais jusqu'à la fin de sa vie. Et il l'exclut du journal. Alors sa carrière va prendre à ce moment-là une tournure politique, en 1974 notamment. Oui, lors de la campagne présidentielle, elle soutient François Mitterrand. C'est une femme de gauche qui a des convictions très marquées. Mais contre toute attente, c'est Valéry Giscard d'Estaing donc, qui est élue et il lui propose le ministère de la condition féminine. Et elle l'accepte. C'est une femme qui n'avait, je le rappelle, en poche que le certificat d'études. C'est fou. Et c'est incroyable. Et toute sa vie, elle avait rêvé d'appartenir à ce monde de l'élite politique. Écoutez. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment d'avoir affaire à des hommes qui se disent « Bon, il faut s'occuper des femmes, alors on va leur donner un os à ronger ». Je crois qu'ils pensent profondément qu'il y a en ce moment la nécessité de faire quelque chose. Je crois qu'ils sont sincères, je crois qu'ils me soutiendront si les actions que je propose leur paraissent adéquates et souhaitables.
Et puis malheureusement, les difficultés vont s'enchaîner pour la ministre. En fait, le problème, c'est que c'est une femme de gauche dans un gouvernement de droite. Elle ne s'entend pas du tout avec Jacques Chirac, qui est le Premier ministre. Elle l'appelle même le ventilateur. Elle dit que c'est un homme qui s'agite dans tous les sens. Je savais pas. Elle est vraiment complètement opposée à lui. Lui, il l'apprend, il le prend très très mal. Enfin bref, c'est la guerre entre eux. Et surtout, elle doit batailler pour obtenir du budget en fait pour son ministère. Ces réformes se veulent pratiques, qui vont faciliter la vie quotidienne des femmes. Par exemple, elle facilite l'accès à la crèche. Elle va également faire en sorte que les femmes qui ne travaillent pas puissent divorcer en ayant une petite partie des revenus. Seulement, voilà, en fait, ce qui va la frustrer, c'est que la vraie icône de ce gouvernement, ce n'est pas elle. C'est la ministre de la Santé, c'est Simone Veil, la star du gouvernement, entre guillemets. Et ça va être une très, très grande frustration pour elle lorsqu'elle comprend que ce n'est pas elle qui portera la loi sur l'IVG, mais bien Simone Veil en 75. Elle comprend là que ce ne sera pas elle, la ministre, qui marquera l'histoire. Et oui, c'est dur. Elle va finalement se retirer de la vie politique en 1979, mais la journaliste n'a pas dit son dernier mot, Alexandra. Et oui, elle est très proche de François Mitterrand. C'est un ami, ils dînent souvent ensemble. Ils sont quand même vraiment proches. Elle le connaît très bien, peut-être même trop bien, puisqu'elle publie en 1983 un livre intitulé Le Bon Plaisir, qui raconte l'histoire d'un président de la République qui aurait une fille cachée. Là, ça ne fait aucun doute. Elle parle de François Mitterrand et de sa fille cachée Mazarine, qu'il a eu avec une conservatrice de musée. Mais elle refuse catégoriquement de le reconnaître. Écoutez, là, sur un plateau, en parler. Il n'y a pas beaucoup de choses que je me suis privée de dire sur le pouvoir autrement. Peut-être y a-t-il des choses encore plus terribles. Non, vraiment pas. Je crois que je n'avais pas besoin de me réfugier derrière la fiction. Vraiment pas, non. Donc c'est comme ça, un goût comme ça pour le roman. Oui, c'est autre chose, la vérité romanesque. Oui. Ça permet de dire un certain nombre de choses qui ne sont pas des faits empruntés, des traits empruntés à telle ou telle personne. Donc là, c'est vraiment la polémique. Vous imaginez ce qu'elle révèle, c'est incroyable. En plus, c'est très subtil parce qu'elle ne dévoile rien. Et le comble, c'est qu'elle avait choisi une toute petite maison d'édition pour éditer son livre. Une édition qui s'appelle Mazarine, comme par hasard. Vraiment de quoi tromper personne. Et oui. Et Françoise Giroud a finalement assumé très tard ses origines juives. Et oui, Léa, en 1982, elle dévoile un secret qu'elle ne pensait jamais révéler. Un jour, son petit-fils Nicolas fait des recherches généalogiques sur ses ancêtres et il va lui poser une question. Il va lui demander si elle est juive. Et là, elle se fige. Dès qu'on lui parle de la judéité, vraiment, elle se bloque complètement, elle se ferme. Et il va lui écrire une lettre où il réitère sa demande. Elle lui répondra que oui, elle est la fille de Salir et Elda Gourci, des juifs originaires de Turquie. Alors, c'est une famille qui est juive depuis des générations et des générations, une famille très ancienne. Et elle confiera à son petit-fils qu'en lui révélant ce secret, elle rompt une promesse qu'elle avait faite à sa mère sur son lit de mort. Elle lui avait fait jurer de ne jamais dire à personne qu'elle était juive par peur de l'antisémitisme. Et elle décède en 2003. Elle décède des suites d'un accident. Oui, un accident tragique. Le 16 janvier 2003, Françoise Giroud est à l'opéra. Elle tombe la tête la première dans l'escalier. Elle succombera des suites d'un traumatisme crânien. Quelques jours plus tard, Jean-Jacques Sevran-Schreiner, alors atteint de la maladie d'Alzheimer, se rend avec ses enfants au cimetière du Père-Lachaise où la journaliste est inhumée. Il répétera sans arrêt à ses enfants: mais qui enterre-t-on aujourd'hui? Est-ce que c'est mon plus grand amour? Voilà. Oh là, j'ai la chair de poule. Merci tragique, Alexandra. Merci, très bientôt sur l'antenne de Radio J.